Les amis, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus à cette 8e rencontre philosophique. Merci pour votre présence, vous êtes toujours aussi nombreux. Et cher Frédéric, merci pour ta présence. De rien, bonsoir, merci de prendre de ton temps, président fondateur de Blablacar et de Captain Cause, dont on parlera tout à l'heure. Et tu es aussi le président de France Digital, la première association de start-up en Europe. Et je voudrais, Frédéric, peut-être en guise d'introduction, te présenter, parce que tu l'es, comme un très grand entrepreneur. Je sais que tu aimes ce qualificatif parce qu'il te définit, mais peut-être peux-tu le définir, qu'est-ce qu'être entrepreneur, mais aussi que veut dire entreprendre. Oui, je préfère le qualificatif entrepreneur que grand, on va dire. Oui, entrepreneur, je pense que ça veut dire essayer autrement, ça veut dire penser autrement, ça veut dire essayer d'aller changer des choses. Et ensuite, il y a un côté très pragmatique qui va avec, qui est non seulement y penser, avoir la vision, mais s'organiser pour, savoir fédérer et savoir empiler des briques jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Et donc, réussir à motiver les gens, je pense qu'une des choses les plus importantes quand on décide d'aller monter un projet, c'est de savoir formuler une vision suffisamment claire pour qu'elle embarque un maximum de personnes et ensuite réussir à convaincre un maximum de personnes de nous suivre. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie parfois quand on parle d'entrepreneuriat, c'est que quand on se retrouve à vouloir développer une idée, au début, même si l'idée est excellente, non seulement elle ne sera pas reçue comme telle, mais en plus, de toute manière, on est tout seul. Donc c'est bien aussi d'être pas mal bidouilleur en fait, et savoir faire un petit peu de tout pour pouvoir construire des premières étapes de manière assez autonome, parce qu'à moins de disposer de budget, ce qui est rarement le cas quand on démarre une société, eh bien on va devoir soi-même assembler toutes les pièces d'un puzzle qui est encore totalement à construire. Donc voilà, ça fait beaucoup de mots pour résumer entrepreneur, mais je pense que ça donne un petit peu le sens. Ça donne le sens. En tout cas, je sais que tu en parles. Nous allons en parler dans ton livre Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. Les amis, l'interview va se dérouler en 2 temps. Première partie sur Blablacar et deuxième partie sur Captain Cause. Concernant Blablacar, je voudrais, cette grande plateforme que tout le monde connaît, je voudrais donner quelques chiffres en bilan, en fruit je dirais, de ta création, qui a généré donc 26 millions de membres actifs, uniques, 1,5 million de tonnes de CO2 évitées, 2 millions de points de rencontre, 450 millions d'euros économisés par les conducteurs de covoiturage. C'est énormissime. Et nous sommes dans des rencontres philosophiques et éthiques. Frédéric, quelles sont les grandes valeurs éthiques que tu souhaites prôner et que tu continues à défendre au sein de Blablacar? Je pense que ce qui est ancré dans l'ADN du service, et puis ensuite je parlerai de l'ADN de l'équipe, qui sont proches mais qui sont du coup complémentaires. Dans l'ADN du service, il y a l'entraide, il y a le partage, le simple fait d'aller ouvrir sa voiture pour accueillir quelqu'un et puis faire un bout de route ensemble, surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas avant, eh bien, témoigne du fait que c'est un partage non seulement de trajet mais aussi de moments de vie. Ce qu'on voit comme valeur incroyable qui ressortent des ressentis des personnes qui covoiturent, c'est qu'il y en a plus de la moitié qui disent que le covoiturage leur a permis d'être plus ouverts aux autres et surtout d'avoir rencontré des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement, parce qu'il y a un côté un petit peu aléatoire qui fait qu'on sort de nos cercles habituels de fréquentation. Et aussi, il y a une statistique moi, que j'adore qui dit que 21% des covoitureurs ont déjà dit quelque chose à leur covoitureur qu'ils n'avaient dit à personne d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des secrets qui se baladent comme ça dans les voitures et chacun utilise en plus ce temps-là pour parler de manière assez ouverte mais assez longue, puisqu'un trajet ça peut durer plusieurs heures,
de problématiques qu'ils n'arrivent pas forcément à évoquer, soit avec leur entourage, soit même peut-être avec leur psy s'ils en ont un. Mais j'aime bien me dire qu'on quelque part, on est aussi le plus grand psy de France. Parce qu'on permet à des centaines de millions, de milliers de personnes d'aller partager des choses et obtenir du retour d'une autre personne en partageant cela, en se disant que de toute manière, c'est une personne qu'on ne reverra pas, et donc ça n'a pas d'impact sur notre vie. Et en revanche, on va pouvoir sonder l'esprit de quelqu'un d'autre sur les problématiques qui nous occupent. Donc j'ai envie de dire, cette valeur sociale-là, dans le covoiturage, qui vient avec le partage, elle m'est très très chère. Évidemment, il y a l'autre valeur importante dont l'importance malheureusement grandit chaque jour, qui est l'aspect environnemental. Alors on aimerait bien tous, j'ai envie de dire, faire en sorte que se déplacer ne pollue pas. Malheureusement, on n'a pas trouvé de solution pour que se déplacer ne pollue pas du tout. Par contre, on peut trouver des solutions pour que se déplacer déjà pollue moins. C'est le cas du covoiturage, tout simplement parce que mettre 2, 3, 4 personnes par voiture, c'est toujours mieux que d'en avoir qu'une seule, ce qui est très souvent l'alternative. Donc nous, notre but, c'est d'aller remplir un maximum de voitures, faire en sorte que les places des voitures qui se déplacent ne restent pas vides. Et ça se traduit dans le bilan que tu donnais. En fait, maintenant, c'est plus de 2 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année. Donc on fait des études très approfondies entre un monde sans Blablacar et un monde avec Blablacar. Donc on étudie aussi tous les reports modaux. Techniquement, ça veut dire toutes les options que les gens auraient utilisées pour se déplacer s'ils n'avaient pas utilisé Blablacar. Donc on fait vraiment le compte de savoir ceux qui n'auraient pas voyagé, ceux qui auraient fait autre chose, ceux qui auraient pris un train, ceux qui auraient pris je ne sais quoi, un bus ou autre chose. Et donc on calcule la différence en demandant aux gens quelles étaient leurs options au moment du voyage et ce qu'ils ont pris comme option au covoiturage. Et ça fait une différence de 2 millions de tonnes de CO2. Alors 2 millions de tonnes de CO2, c'est grand, c'est beaucoup. Ça représente en fait à peu près 4% des émissions du parc automobile français, des voitures. Et puis 0,4% des émissions d'un pays comme la France, puisque c'est 500 millions de tonnes de CO2 émises par la France chaque année. Mais ça représente aussi plus que, pour donner un ordre de grandeur, plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, bus et périphériques compris, puisque c'est même 1,3 million de tonnes de CO2 pour cette grandeur-là sur Paris. Donc ça permet d'offsetter une partie. Alors évidemment, on aimerait tous que ce soit plutôt 90 ou 95% qui soit offseté. Malheureusement, il y a encore beaucoup de voitures vides. C'est-à-dire que quand on compte, même malgré les chiffres que tu donnes, qui sont importants en millions ou dizaines de millions de personnes qui voyagent grâce à Blablacar, eh bien, quand on regarde le nombre de kilomètres parcourus par les voitures et le nombre de kilomètres que l'on voit passer nous sur Blablacar, qui est la plateforme évidemment principale de partage de covoiturage, y compris au niveau mondial, pas seulement en France, eh bien on est autour de 1%. C'est-à-dire qu'il y a 99% des kilomètres parcourus par les voitures qui sont faits sans Blablacar. Donc le potentiel pour aller diminuer encore l'impact écologique des déplacements, il est colossal. Ça passe par du changement de comportement. On a bien commencé, on est allé introduire cette manière de se déplacer nouvelle qui change notre relation au déplacement, mais aussi l'impact que ça peut avoir, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Voilà. Ensuite, d'un point de vue international, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas d'autres pays plus avancés que la France en termes de covoiturage. C'est-à-dire que nous, on est non seulement leader en France, mais on est leader partout dans tous les pays où on est en fait. On a dans plus d'une vingtaine de pays, et puis il n'y a pas de pays dans lesquels il y a une plateforme qui ressemble de près ou de loin à la nôtre aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage. Parce que quand je vous parle de l'impact là en France, ça veut dire que l'impact dans les autres pays est encore moindre. Hein, donc on n'est pas encore à ce qu'on pourrait estimer. Mais c'est tout simplement parce que quand on s'adresse à la problématique du déplacement par voiture, les chiffres sont absolument colossaux. On ne se rend pas bien compte. Mais si vous prenez, et même en termes économiques, hein, je peux vous donner quelques chiffres économiques sur l'utilisation des voitures. C'est faramineux. Vous savez déjà qu'une voiture passe 96% de sa vie arrêtée et elle passe 0,5% de sa vie dans les bouchons, 0,7% de sa vie à chercher une place de parking pour se garer et 2,8% de sa vie seulement à aller d'un point A à un point B. Et quand elle roule 3 fois sur 4, il y a un seul conducteur à bord.
Donc déjà, on n'utilise qu'un quart de 2,8% d'une ressource qui ensuite nous coûte extrêmement cher. Parce que si on regarde le coût des voitures, une voiture à l'entretien à l'année, quand on compte tout, à savoir la dépréciation du véhicule qui est énorme, parce que si on achète un véhicule à 20 000 euros et que, au bout de 3 ans, il a perdu 5 ou 10 000 euros, ça compte aussi dans les annuités. Donc la dépréciation du véhicule, plus les frais de déplacement, évidemment, essence, péage, assurance, garage, parking, réparation, enfin bon, tout ça, ça fait 6 000 euros par an par véhicule. Prenez un pays comme la France, 6 000 euros fois 38 millions de véhicules, ça vous fait plus de 200 milliards. Donc c'est-à-dire ça approche 10% du PIB français. Donc ça veut dire qu'on utilise un quart de 2,8% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. C'est ça qu'on fait comme utilisation de la voiture. Donc évidemment, dès qu'on arrive avec une solution digitale qui optimise le monde physique, comme un Blablacar, eh bien, on gratte à peine la surface du marché automobile. Et on se rend compte que c'est absolument vite colossal avec des chiffres dingues. Et quand je vous parle de 200 milliards au niveau de la France, évidemment, à l'échelle du monde, c'est plutôt 5 000 milliards. Donc c'est absolument colossal. Et avec tout ça vient la pollution de ces déplacements-là. J'en parle parce qu'évidemment c'est une préoccupation de nous tous aujourd'hui. Et la pollution qui découle de cela, elle est absolument colossale, d'autant plus quand on considère d'autres chiffres. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais enfin quand même ça permet de comprendre les dynamiques. Une voiture qui se déplace avec une seule personne à bord, c'est-à-dire un conducteur, dépense 96% de son énergie, d'origine fossile, à déplacer le véhicule. Il n'y a que 4% de l'énergie qui sert à déplacer le corps humain. Donc en fait, quand on regarde en plus de cela le côté environnemental et sous-efficace de l'utilisation de l'énergie pétrole, on se rend compte de la problématique, quoi. Donc avec ça, quand on prend du recul sur les périodes et sur le temps, j'aime bien regarder ces échelles de temps, j'imagine que vous les connaissez, mais vous savez que le pétrole, il a mis des dizaines de millions d'années à se former sous terre, des dizaines de millions d'années. Juste pour être sûr que tout le monde a les échelles de temps, les dinosaures sont apparus à peu près il y a 250 millions d'années, ils sont disparus il y a 66 millions d'années. Nous, on est apparus sous une forme qui ne ressemble pas du tout à nous il y a à peu près 2,5 millions ans. On était à peu près comme on est, mais pas encore évidemment, il y a 300 000 ans. Donc si vous faites le ratio, les dinosaures, eux, ils ont vécu sur la planète pendant 180 millions d'années sans trop de problèmes, jusqu'à ce qu'ils prennent une météorite sur la tête. Bon. Mais nous, ça fait 300 000 ans à peine qu'on est là. Là, on est en train d'extraire tout le pétrole qui a mis des dizaines de millions d'années à se mettre sous terre en quelques dizaines d'années. Donc il y a un facteur 1 million entre le temps qu'il a fallu pour le mettre dessous et le temps qu'il nous faut pour le ressortir. Et après, on est là, on se dit, tiens, c'est bizarre, ça absorbe pas. Oui, parce que forcément, la planète, elle a du mal à absorber 1 million de fois plus vite. Donc voilà, évidemment, il faut agir. J'aimerais bien qu'on trouve un maximum de solutions, surtout qu'on les déploie. Je pense que ça passe par une sorte de changement de comportement aussi, qu'on essaye de mettre en avant, tout en conservant un niveau de confort le plus haut possible, mais en étant économe. Mais tu as répondu à la question que j'allais te poser, mais tu parles de changement de comportement, mais concrètement, quel changement de comportement tu proposes ? C'est une forme de partage par la confiance. C'est-à-dire que tout ce qui... tu vois, typiquement, quand on a lancé le covoiturage, il y a eu pas mal d'objections dans tous les sens, d'ordre pratique, on va dire, ou logistique. C'est-à-dire, est-ce que ça va être facile, pratique ? Est-ce qu'effectivement, les gens peuvent adopter le comportement ? Finalement, techniquement, il n'y a pas de problème. Logistiquement, il n'y en a pas. Et le frein final contre lequel on devait lutter, c'était une problématique d'engagement et de confiance envers des personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Et donc on l'a résolu en mettant des profils confiance sur le site qui font que quand on voyage, on voit les avis des personnes qui ont voyagé avant, on met des photos, on met des descriptifs. Nous-mêmes, on vérifie les permis de conduire, on vérifie des cartes d'identité, les numéros de téléphone, des choses comme ça. Enfin, tout un tas de choses qui vont rassurer sur la personne avec qui on va échanger. Donc la construction de confiance est indispensable pour développer des services de partage. On ne peut pas partager sans confiance, en fait, parce que sinon on a l'impression de se mettre trop à risque.
Et en parallèle, il y a quand même pas mal de mécanismes en place et qui se développent dans notre société qui alimentent plutôt une forme de défiance. Donc en fait, tout le développement de défiance ira dans le sens contraire du sens souhaitable. Donc moi j'œuvre plutôt pour la construction de confiance entre les gens et justement le partage. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vents contraires, quoi. Il n'y a pas de partage sans don. Et je passe à la transition de ma seconde partie parce que tu viens il y a maintenant, il y a 2 ans à peu près, tu as cofondé Captain Cause, qui est cette nouvelle plateforme qui permet aux grandes entreprises de faire des dons pour des associations dans le besoin. Frédéric, on sent que tu aimes l'humain, c'est clair, avec ce que tu fais, tu aimes l'humain. Le don, une question philosophique et éthique, donner des biens, en tout cas donner des fonds à une association, est-ce vraiment gratuit? Le don existe-t-il vraiment gratuitement? Ou n'attendons-nous pas quelque chose en retour? En fait, je pense que c'est marrant parce que je pense qu'il existe gratuitement autant que l'agressivité existe aussi chez l'humain. Donc les deux existent et le don comme l'agressivité sont gratuits, je pense, au départ. Si on regarde les enfants, ils savent faire les deux au début, puis après, il y a les règles sociales, on essaie de leur apprendre. Voilà. Mais les enfants, ils se donnent des trucs entre eux, puis ils s'en fichent en fait. Ils n'attendent pas forcément quelque chose en retour. C'est plus tard, dans notre développement intellectuel, qu'on commence à se dire « Ah, attends, quand je donne quelque chose, il faut que je récupère autre chose ». Mais les enfants ne sont pas du tout dans cette logique-là. Donc, je pense qu'au départ, oui, le don existe, et je pense que c'est plutôt à un certain moment une forme de prise de conscience et puis de modèles sociétaux qui nous font dire « Ah oui, mais attends, si je donne, j'en ai moins pour moi, donc après, ça va moins bien pour moi, c'est bizarre ». Mais au départ, je pense que le don est gratuit. Et après, il y a surtout, aujourd'hui, pour donner, on demande des garanties, c'est encore une histoire de confiance. Si tu veux, je suis encore, sur ce projet-là, je suis encore en train de construire un système de confiance. Mais cette fois-ci, la confiance entre les entreprises et les associations, qui sont 2 mondes assez séparés, et pourtant c'est les mêmes gens, hein. Enfin, c'est des gens qui ont 2 bras, 2 jambes et qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est ces 2 mondes qui ne se parlent pas suffisamment, il n'y a pas assez de ponts. Et puis assez souvent, il y a des entreprises qui arrivent à créer des relations de confiance avec certaines associations, mais ça leur demande beaucoup d'efforts en fait, d'aller screener l'association et d'être sûr que quand ils leur donnent de l'argent, ça va être bien dépensé. En plus après, ils font un suivi, ils leur demandent des tableaux dans tous les sens. Et donc ça ralentit un petit peu la possibilité pour les entreprises, notamment de participer et d'aller donner des sous à des associations qui en ont besoin dans le domaine environnemental ou sociétal. Et la vocation de notre plateforme, c'est justement de faire ce travail-là, de construction de confiance par des audits, par des discussions approfondies qu'on a, nous, avec les associations, par tout un tas de critères qui vont du suivi des indicateurs à la gouvernance, en passant par, évidemment, le sujet qui est adressé, qui doit être... on estime positif pour la société future. Mais c'est souvent des projets dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont utiles, mais qui n'ont pas de modèle économique. Et dans notre monde, quand on n'a pas de modèle économique, c'est assez dur de survivre. Et donc moi, j'essaie de trouver un modèle économique additionnel pour les associations, faire en sorte que là où il y a d'argent, à savoir dans les entreprises, eh bien, on puisse en allouer pour ces associations-là en n'ayant pas de frein, de confiance vis-à-vis des associations. Et en ayant une forme d'intérêt pour les entreprises, puisque notre plateforme permet de faire du don tripartite. C'est ça la grande nouveauté derrière Captain Cause. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une forme de don avec seulement 2 acteurs, un qui donne et un qui reçoit. Nous, on décompose donner en 2 choses. Dans donner, surtout dans le monde des entreprises, dans donner, il y a payer et il y a choisir à qui on donne. Mais on sépare ces 2 choses-là, puisqu'on permet aux entreprises de payer et puis de laisser leurs clients et leurs collaborateurs choisir où l'argent va aller, dans quelles associations. C'est ça la grande nouveauté de la plateforme. Et ce faisant, on permet aux entreprises d'aller se rapprocher de leurs clients et de leurs collaborateurs, puisqu'elles leur proposent d'allouer un budget et de dire maintenant, c'est à vous de décider où est-ce que vous allez le mettre, ce budget-là. Sur quel projet vous tient à cœur. Voilà une liste de projets, vous choisissez comment vous aiguillez votre voix quelque part en mode assez démocratique. Parce que si on prend un peu de recul, quand on regarde des statistiques qui sont liées au développement d'une plateforme comme Captain Cause, on a
aujourd'hui 93% des gens qui sont frustrés par rapport à toutes les problématiques qu'on leur expose tous les jours dans les news notamment, et y compris le changement climatique, parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles aimeraient bien faire quelque chose, mais ne savent pas quoi. Donc ça, on est tous dans une situation un peu de frustration comme ça. On voit les grands problèmes, mais on ne sait pas comment les résoudre. Et en parallèle, on a 90% des gens, les mêmes, qui pensent que c'est aux entreprises et aux marques d'agir. La raison étant que, d'une part, on a vu que les problèmes étaient grands et costauds. Et donc on se dit, de toute façon, pour des problèmes très grands et costauds, il faut des grands et costauds pour les résoudre. Ce n'est pas des petits qui vont y arriver. Et donc, comme les marques passent leur temps à nous expliquer qu'elles sont grandes et puissantes et internationales, l'inconscient naturel dit, bah, attends, toi, t'es grand et t'es puissant. Bah, écoute, tu sais quoi, j'ai un problème pour toi, il faut aller résoudre ça. Donc il y a une pression qui se met sur les entreprises, d'autant plus qu'il peut y avoir un sentiment de responsabilité, ou en tout cas de conscience que les entreprises sont en partie responsables de la situation. Les entreprises, elles ne font que servir les gens, hein, donc elles font le service que les gens attendent. Donc c'est toujours une boucle assez compliquée. Mais donc cette pression qui s'applique sur les entreprises fait qu'en retour, de l'autre côté, les dirigeants d'entreprise se retrouvent dans une situation assez compliquée, parce que s'ils font rien, on leur reproche, mais aussi quand ils font quelque chose, on leur dit c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc là, le CEO, il est face à deux boutons. Il y en a un qui est « je fais rien, mais je me fais engueuler », et l'autre qui est « je fais quelque chose, mais ce ne sera pas la bonne chose ». Donc nous, on arrive avec une solution qui dit « écoute, tu vas permettre à ta boîte de faire quelque chose, mais tu vas laisser tes clients et tes collaborateurs choisir de ce qu'il faut faire, et ce sera réparti dans un mode démocratique, et à ce moment-là, tu peux allouer tes fonds, tu n'as plus ce blocage-là. » Donc c'est un deuxième frein qu'on essaye d'enlever. Le premier, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'on sait que l'argent qui va être donné aux associations va être bien utilisé, et le deuxième, c'est le fait qu'on n'a pas forcément à choisir un projet plus qu'un autre, on va laisser la communauté décider de l'allocation des fonds que l'entreprise est capable de distribuer. Et puis tout ça sur fond de prise de conscience des entreprises, qu'elles doivent quand même rendre un petit peu à l'environnement dans lequel elles évoluent et dont elles bénéficient tous les jours. Qui est une vision très Patagonia d'ailleurs, enfin, tu as vu ce que Patagonia a fait. Ils ont pu faire un truc que très peu de boîtes peuvent faire, à savoir changer complètement de nature de la boîte, ne plus être une société commerciale, mais devenir une fondation qui fait que tous les bénéfices de la boîte Patagonia repartent sur des projets de préservation de la planète. Et ils ont pu le faire. Pourquoi ? Parce que Yvon Chouinard, le fondateur, non seulement était encore là, mais en plus il avait beaucoup de parts. Et avant de mourir, il s'est dit je vais quand même faire ça. Il s'est arrangé avec ses enfants pour dire c'est ça qu'on va faire ensemble. Sauf qu'il y a très peu de boîtes qui sont dans cette situation-là, avec la possibilité d'une personne qui, grâce à son cœur, dit je vais faire ça. Parce qu'autrement, le cœur des entreprises, quand elles sont gérées par le capital, en fait, il n'y en a plus beaucoup. C'est réparti sur plein de gens dont les intérêts sont principalement financiers et ne réagissent plus par rapport trop à l'émotion. Donc ce que l'on fait, nous, avec Captain Cause, c'est essayer de ramener justement l'émotion, le cœur et l'humain dans des mécanismes d'entreprise, et notamment des mécanismes financiers, en passant par le relais, justement, des cœurs de toutes les 10 personnes qui vont choisir l'aiguillage des fonds. Et qui vont choisir en fonction de ce qu'elles ressentent, et non pas en fonction d'un quelconque intérêt financier. Et là, en plus, tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'il faut attendre quelque chose quand on donne. Oui. Quand on est sur Captain Cause, là, on n'attend absolument rien, parce qu'en plus, c'est de l'argent qui nous a été donné pour distribuer. Donc, de toute façon, ce n'est pas de l'argent qu'on va récupérer, et on le distribue juste vraiment en fonction de ce qu'on pense être utile. Oui, c'est ce que j'allais te poser. Tu travailles, enfin, cette Captain Cause, c'est plus dans les causes environnementales et sociétales, mais quel est ton critère d'utilité ? À quel moment tu te dis, cette association propose un projet, va-t-il vraiment être utile ? Alors, on regarde justement, chaque association suit elle-même l'impact de ses actions. Donc on regarde déjà les résultats, on regarde l'efficacité par rapport à la vision. Les visions sont généralement toutes louables, hein, puis en plus on parle encore une fois de visions qui ne trouvent pas de modèle économique, mais dont quand on regarde la chose à faire, on se dit oui, il faut faire quelque chose. Mais il faut aussi que les gens qui font cette action-là réussissent à quelque part en vivre. En tout cas, ne se retrouvent pas dans une situation où ils travaillent totalement gratuitement, même s'il y a beaucoup d'associations qui font appel à des bénévoles. Mais ce n'est pas un modèle suffisant pour faire une structure véritablement
complète dans laquelle on va avoir une colonne vertébrale de gens qui sont à plein temps sur le projet justement pour résoudre les problématiques. Donc voilà, on regarde les sujets abordés, ça peut être la préservation de la biodiversité, ça peut être enlever du plastique des océans, ça peut être ramener de la joie dans les hôpitaux pour enfants, ça peut être... Enfin voilà, je peux vous citer toutes les causes, vous allez regarder le catalogue des associations Captain Cause, à chaque fois vous allez voir pourquoi c'est utile, quoi. Et c'est la première fois on a mis en ligne notre catalogue, moi je t'assure, j'ai regardé donc c'est la première fois que vraiment j'avais l'expérience d'aller, tu sais, passer les pages, les projets, les regarder les uns après les autres. Et l'effet que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, c'est la première fois que je vois, pourtant j'ai l'habitude d'être sur Internet, de voir plein de trucs, c'est la première fois que je vois un site et un service qui me donne autant de joie et d'espoir en fait. Parce que ça ressemble à un site où tu vas pouvoir acheter des trucs, sauf que c'est rien à voir. C'est un catalogue de projets et de solutions. Donc, et en plus, sur chaque fiche, tu vas avoir une problématique à attaquer. Tu lis le truc, tu dis, ah oui, ça c'est un problème. Et juste en dessous, juste à côté, partout, tu vois comment il y a toute une équipe de gens qui sont sur le problème et qui sont en train de le résoudre. Et ça, c'est une énorme différence par rapport aux news qu'on reçoit tous les jours. Parce qu'il faut voir que les news qu'on reçoit tous les jours, c'est tout le temps la même chose. On nous raconte des histoires horribles. Et on arrive à la fin des news, et le gars, il nous dit au revoir, à demain, quoi. Et avec zéro solution. Ça, forcément, ça nous met dans un état de stress énorme. Tu vois, tu t'écoutes une histoire, non seulement tu n'as pas la fin, mais en plus, on t'a raconté des trucs horribles. Et puis après, on te dit, bah, démerde-toi avec ça. Et alors en fait ça attire notre attention. Pourquoi ça attire notre attention les news et pourquoi les journaux de bonnes nouvelles ont beaucoup de mal à se développer alors que les journaux de mauvaises nouvelles, il n'y a aucun problème. C'est parce que ça appuie sur notre instinct de survie, sur nos réflexes qui ont fait qu'on est encore vivant aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui font que quand on perçoit un danger, on se dit « Oh, faut que j'écoute là, parce que ma vie est en danger ». Donc il faut que j'écoute ce qui se passe. Et ça appuie là-dessus, en permanence. Et c'est ça qui crée le stress et la frustration. On passe notre temps à appuyer sur le bouton qui est « Attention, tu vas mourir ». Quand tu regardes les news, tu as l'impression que tu vas mourir à chaque fois. Et donc ça attire vraiment notre attention. Ouais. Mais par contre, ça n'apporte pas de sérénité et ça n'apporte pas non plus de solution. Et quand on a mis en ligne pour la première fois le site Captain Cause, moi je regardais le truc, j'étais en pleurs devant le site, quoi. Tellement tu dis, ça c'est bon, il y a des gens qui adressent tous ces problèmes-là, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens. Voilà. Donc on va peut-être y arriver tous ensemble. Est-ce que tu te définis, parce qu'avec les projets que tu fais, je me dis, c'est vrai que c'est complètement utile, c'est très utile, est-ce que tu te définis comme un entrepreneur visionnaire ? Parce que finalement, tu as une longueur d'avance sur les autres. Avec ce que tu fais, on se dit, enfin, moi personnellement, je me dis, mais c'est tellement important. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ? Je sais pas. Je sais pas si je dirais visionnaire. Non, je me dis juste que j'ai. En fait, quand je vois un problème, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à une forme de résolution. Et tu sais, pour Captain Cause, il y a un truc qui m'a longtemps perturbé et qui est à l'origine du lancement de cette plateforme-là aussi. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu, mais moi je me souviens d'avoir vu passer tout un groupement de jeunes pour la marche du climat devant les locaux de Blablacar, parce qu'ils allaient d'Opéra à Place de la République. C'était il y a quelques années, avec tout un tas de jeunes avec des panneaux, et sur les panneaux il y avait écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Moi j'ai vu les mecs de 20 ans passer avec des panneaux comme ça, je dis « C'est pas possible ». On a des jeunes de 20 ans qui se disent qu'ils ne seront pas vivants plus tard. C'est des messages quand même beaucoup plus puissants et dramatiques que ceux qu'on avait en 68. Je ne dis pas que ce n'était pas important ce qui a été fait en 68, mais là c'est une autre dimension, c'est la jeunesse qui perd espoir. Alors, je pourrais vous donner d'autres stats là-dedans. L'éco-anxiété, elle n'arrête pas de grandir. Si vous demandez à la génération Z comment elle se sent par rapport au futur, aujourd'hui, et ça c'est un sondage dans 20 pays avec plus de 20 000 répondants, donc ce n'est pas un petit truc, il y a 75% de la génération Z qui se dit frightened, enfin le résultat il est en anglais, donc terrorisé par le futur. 75%. C'est énorme. C'est jamais arrivé qu'on ait une jeunesse comme ça complètement terrorisée par le futur. Donc si tu veux, moi je vois ça, c'est un problème. Ouais. C'est quand même un énorme problème de société.
Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mes petites mains, en tant qu'entrepreneur, pour essayer d'aller apporter une pierre à l'édifice, changer ce truc-là. Il y a évidemment 12 milliards de trucs que je ne peux pas changer. Il y a peut-être quelques trucs que je peux essayer de contribuer à changer. Je pense que ça passe par une évolution des mentalités. Encore une fois, le partage, la confiance, aller construire une solution viable pour tous ensemble. Essayer de ne pas se taper dessus, enfin tu vois, ce genre de trucs. Je crois que dans tes deux projets, tes deux plateformes, on pourrait résumer tes projets comme le bien fait du bien. Le bien fait du bien, tu fais du bien à l'humanité, tu fais du bien par ce que tu fais. Quelle définition en tant qu'entrepreneur donnes-tu du bien, faire le bien? Ouf. C'est ma dernière question. J'ai 3 heures ou... Elle est dure, ta dernière question. Non, ça touche à tout, tu vois, ça touche à l'éthique, la morale, y compris la religion, tout. Enfin, tu vois, là, je sais pas où aller, dans quelle direction. Mais dans ton domaine d'entrepreneur, quand tu te dis, voilà, je fais du bien, tu fais du bien aux associations, tu fais écoute, du bien... j'essaie de me dire que... J'essaie de me projeter. Tu parlais tout à l'heure de visionnaire. En fait, ce que je fais, ça c'est sûr, je me projette dans un monde, hypothétique donc, au moment où j'y réfléchis, dans lequel l'idée que j'ai, le projet que j'ai, existerait. Oui. Donc, je me dis, ce serait quoi le monde si ce truc-là existait? Et j'essaie de me projeter en me demandant si ce serait mieux ou moins bien. Si ma réponse c'est de manière immédiate, ce serait mieux, je suis sur le bon chemin. Il faut le faire, il faut essayer. Il faut essayer de le construire. Si la réponse c'est, je sais pas trop, peut-être ça changerait rien, bah, en fait je n'arrive même pas à avoir l'énergie pour faire quelque chose. Je me dis si c'est bosser pour aller rien changer, Oui. je vois pas des masses l'intérêt, à part rester dans un mode statu quo, survie, mais j'ai pas l'impression que ça nous fasse avancer. Donc, ça peut être une forme de définition du bien qui est de se dire, est-ce que, avec ce paramètre additionnel, cette chose additionnelle que j'ai envie de construire, est-ce que le monde sera mieux ou moins bien? Eh ben, si tu arrives à te persuader, et c'est là où il faut faire appel à ses sens, hein, peut-être plus qu'à son cerveau technique, si tu arrives à te persuader que oui, le monde sera mieux avec le projet que tu as envie de construire, alors oui, il faut le faire. Il faut oser. Il faut oser Oui, entreprendre comme tu le fais. après tu n'as plus beaucoup de problèmes à oser en fait. Parce que tu te dis, de toute façon, je sais que je suis sur le bon chemin. Oui. Je sais que c'est la bonne voie. Ça peut pas... Enfin, donc après, sur la route, même si tu as des gens dubitatifs ou qui disent que tu n'y arriveras jamais, tu dis, bon, très bien, tu penses comme ça, c'est pas grave, je vais construire ce que je peux, puis après, puis un jour, tu as tellement empilé de trucs et ça commence à marcher que les mêmes gens passent, tu dis, dis donc, tu as construit un truc, tu dis, oui, j'ai empilé les trucs, puis finalement, maintenant, ça marche. Voilà. Donc c'est le fait d'être sûr que tu es sur le bon chemin, et pour ça, oui, tu te dis, je suis sûr que le monde ira mieux si ce truc-là existe, et c'est une forme de projection vers le bien. Merci Frédéric pour ta passion que tu nous transmets. On sent que tu es passionné, tu aimes l'humain. Merci infiniment.